Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est dimanche 14 juin 2026 et notre cher ami Larry Johnson est avec nous. Le professeur Marandi va nous rejoindre dans un instant. On l'attendait, il n'est pas encore là, mais il va nous rejoindre pendant la discussion. Larry, je voudrais commencer par ce qui se passe en ce moment entre l'Iran et les États-Unis. On a eu cette attaque israélienne sur Dahia, à Beyrouth, encore une fois. Et encore une fois, ils n'ont pas atteint leur objectif. Ils n'ont pas réussi à tuer, à assassiner ces commandants du Hezbollah parce qu'ils voulaient éliminer certaines personnes là-bas. Et ensuite, l'Iran a déclaré qu'il allait riposter, qu'il allait répondre. Mais cette riposte, elle n'est pas venue. Et juste avant d'entrer en direct, on a appris que les États-Unis et l'Iran étaient parvenus à une sorte d'accord qu'ils vont signer vendredi. Imaginez un peu, vous êtes le président des États-Unis, vous négociez, vous discutez, vous arrivez à un accord. Il était tellement sérieux. Je crois qu'il pensait qu'il allait l'obtenir pour son anniversaire. Vous voyez. C'est pour ça qu'il y mettait autant de sérieux. Et pendant ce temps, on voit Benjamin Netanyahou attaquer Dahia pour tout détruire, littéralement tout. Alors selon vous, avant même de parler de cet accord, qu'est-ce qui se passe entre eux? Parce qu'on a le 14e point de l'accord. Il a été publié par les médias iraniens. On en parlera un peu plus tard. Allez-y, quelle est votre analyse? Eh bien, voyons si les États-Unis publient leur version, et ensuite on pourra comparer les deux pour voir si elles correspondent d'abord. Ce qu'on a pour l'instant, c'est que, apparemment, et je pense que la presse a raison sur ce point, l'administration Trump était occupée à faire des promesses à l'Iran. Du genre, on va lever le blocus, on va vous laisser toucher l'argent tout de suite, 12 milliards de dollars. Et puis le détroit d'Ormuz sera rouvert. Mais attention, tout ça repose sur un accord que soi-disant on aurait conclu, sauf qu'on ne l'a pas encore vu des deux côtés. On a la version iranienne, mais pas encore la version américaine. Et on a vu Trump dire des choses qui ne correspondent pas à ce que dit l'Iran. L'Iran, lui, a déclaré « Le détroit d'Ormuz rouvre vendredi. Il y aura des péages, des frais, appelez ça comme vous voulez. » Ils seront payés et on remettra les affaires en ordre. Alors que Trump dit qu'aucun péage ne sera payé. Trump dit, oui, on lève le blocus, mais on va continuer d'intercepter les navires iraniens qui transportent du matériel militaire chinois. Ça, c'est ce qu'on appelle un blocus. Donc je pense qu'on a la promesse d'un accord qui n'est pas encore signé et qui reste encore, disons, 5 jours, beaucoup de temps pour que tout parte en vrille, pour des revirements, des trahisons. Bref, plein d'obstacles possibles qui pourraient tout faire capoter. Aujourd'hui, Israël a tenté de faire échouer l'accord. Ils ont joué leur meilleure carte. Je ne pense pas qu'ils en aient fini. Je n'ai pas encore eu le temps de suivre la presse israélienne, mais je soupçonne qu'ils ne doivent pas être très contents en ce moment. Oui, je suis sûr qu'ils ne sont pas contents. Je ne sais pas si vous avez vu le message de Yair Lapid aujourd'hui. Il a dit que pour Israël, Benjamin Netanyahou avait déclaré que si les États-Unis et l'Iran concluaient un accord, ce serait une catastrophe totale pour Israël. Israël aurait tout perdu. Et en ce moment, cet accord, il semble qu'ils vont le signer vendredi. Ils viennent de l'annoncer il y a quelques instants. Ils ont annoncé qu'ils allaient y parvenir. Mais, sur le fond de l'accord, sur les détails, je pense que c'est vraiment essentiel. Ils ont dit que l'Iran n'avait pas attaqué Israël parce qu'il y avait une nouvelle concession de la part des États-Unis. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire concrètement. Ça doit être lié à la situation entre Israël et le Liban. Quelle est votre hypothèse là-dessus? Eh bien, encore une fois, les 5 lignes rouges de l'Iran ont toujours été les mêmes. La levée immédiate des sanctions, le dégel des avoirs, la fin du blocus,
la reconnaissance de leur contrôle sur le détroit d'Ormuz et la fin des combats au Liban et à Gaza. Voilà, d'après ce que j'ai compris, les 5 lignes rouges de l'Iran. Ces points devaient être accordés. Je ne vois pas l'Iran faire des concessions là-dessus. Alors, la question devient, quand est-ce que ces mesures sont réellement mises en œuvre? Comme on l'a vu avec le JCPOA, l'Iran était censé obtenir un allègement des sanctions, mais en pratique, ça n'a pas été le cas. Et puis, il y a un autre élément qui plane au-dessus de cet accord, le fait qu'il existe encore des sanctions des Nations Unies dont on n'a même pas parlé. Sans compter les signaux venus de la France et du Royaume-Uni, elles semblent faire tout leur possible pour saboter cet accord. Oui, voici ce qu'a rapporté Main News. Encore une fois, c'est la même agence que tout à l'heure. Tu te souviens du plan en 14 points que je t'ai envoyé l'autre jour? Eh bien, ils viennent de l'annoncer. C'est officiel. C'est vraiment officiel. Je vais te l'envoyer, tu pourras le regarder. Et je vais le lire ici pour notre public. C'est le nouveau plan en 14 points, un protocole d'accord qui doit être signé vendredi. Alors, il ne reprend pas toutes les descriptions, mais il mentionne les points essentiels, le plan en 14 points. L'un d'eux, le premier, c'est l'arrêt permanent et immédiat de la guerre sur tous les fronts, y compris au Liban. Aujourd'hui, pendant qu'on parle, Israël attaquait le sud du Liban. Israël frappait aussi Gaza, la Cisjordanie, et ils ont attaqué Dahiya, à Beyrouth. Tu vois un signe quelconque, Larry? Imaginons que tout ça puisse vraiment se produire. Le premier point de ce plan, qui doit être signé vendredi, ils ont déjà annoncé qu'ils étaient parvenus à un accord. Il y a eu 2 appels aujourd'hui entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou, et dans l'un d'eux, il semble que Netanyahou ait dit qu'il ne respecterait pas l'accord entre l'Iran et les États-Unis, et qu'Israël ne se retirerait pas du Liban. Ça n'arrivera pas. Oui, Trump est dans une position où il a le pouvoir de couper tout soutien à Israël. Il peut le faire. Et s'il le fait, Israël sera obligé de rentrer dans le rang. Ce qu'on ne sait pas, c'est si Trump a vraiment le courage de le faire, la volonté de le faire. Donc il faut attendre vendredi pour le découvrir. Et vous savez, c'est pour ça que je dis ça. Je décris la situation comme ça. C'est un peu comme s'ils avaient annoncé un mariage. Le mariage est prévu pour vendredi. Mais on n'a toujours pas signé le contrat de mariage, ni d'un côté ni de l'autre. Et personne n'a encore échangé les bagues. Il n'y a même pas encore de bague de fiançailles. Mais promets-moi que ce sera un super mariage. D'accord? Moi, j'y crois pas trop. 5 jours, c'est long. Et je pense que tout ça peut dérailler très vite. D'accord? Mais bon, je vois J.D. Vance faire de son mieux pour arranger ça pour Trump, en disant « Regarde mec, t'as réussi, t'as obtenu l'accord nucléaire, t'as garanti que l'Iran n'aura pas la bombe. » Tu sais, le point numéro 9 de ces conditions, c'est que l'Iran réaffirme son engagement, dans le cadre du TNP, à ne pas produire d'armes nucléaires. Et tu vois, je ne me souviens plus quand l'Iran a renoncé à ça, mais c'est un engagement qu'ils ont toujours maintenu. Oui, je pense que dans le cas du Liban, si les États-Unis sont vraiment sérieux, ils peuvent agir. Vous le savez mieux que moi. Lors de la dernière attaque iranienne contre Israël, sans les États-Unis, Israël n'aurait pas pu réagir. Corrigez-moi si je me trompe. Mais sans l'aide des États-Unis, ils ne pourraient pas attaquer l'Iran. Leurs avions de chasse doivent être ravitaillés par les Américains. Et l'aide des États-Unis est considérable s'ils décident d'attaquer l'Iran. Oui, ils ont quelques pétroliers à eux. Ils pourraient encore faire quelque chose, mais pas à très grande échelle. Et ce qu'ils feraient suffirait à pousser l'Iran
a riposté violemment. Ce dont on n'a presque pas parlé, c'est des dégâts importants que l'Iran a infligés aux bases américaines, au Koweït, à Al-Udeid, et j'ai oublié le nom de la base de l'armée. Ils ont frappé le quartier général de la 5e flotte, ce qu'il en reste. Ils l'ont frappé très fort, détruisant plusieurs systèmes radars essentiels. Ils ont aussi touché la base aérienne du prince Saoud. Ça, personne n'en a parlé. Personne n'a vraiment évoqué le sujet. Voici Bahreïn. Ces deux-là se trouvent à Bahreïn. Et ici, c'est Ali Al-Salem, au Koweït. C'était le système radar d'alerte aérienne qui a été attaqué et détruit sur cette image. Celui de gauche et celui de droite, on voit bien sur celui de droite qu'il a été détruit. Oui, c'est fini. Et ensuite, il y a eu l'attaque contre la base aérienne Muwafaq Salti, en Jordanie. Là encore, des dégâts importants. Les chaînes russes et iraniennes parlaient de la destruction ou de dommages sur jusqu'à 12 F-35. Alors, ils exagèrent peut-être, mais ce qui est intéressant, c'est que les États-Unis ne publient absolument aucune évaluation des dégâts. On a vraiment l'impression qu'ils essayent de cacher quelque chose. Donc, on verra bien. Vendredi, c'est encore loin. 5 jours à attendre. Mais quand on en parle, on dirait qu'ils sont limités en avions ravitailleurs. Parce que s'ils veulent attaquer l'Iran, il leur faut, disons, une vingtaine ou une trentaine de chasseurs pour mener l'attaque. Ou alors, ils y vont avec 10 ou 15, quelque chose comme ça. Et pour 10 ou 15 avions, il faut au moins 6 ou 7 ravitailleurs. C'est bien ça. Oui, je pense qu'un avion ravitailleur peut gérer jusqu'à 6 appareils, le KC-135. Donc avec 5 ravitailleurs, on peut soutenir une trentaine d'avions. Et vous savez, pour atteindre le golfe Persique depuis là-bas, il leur faut au moins 2 ravitaillements en vol, parce que les F-35 ont un rayon d'action d'environ 800 km. Donc rien que pour arriver jusqu'à la limite du golfe Persique, il leur faut 2 ravitaillements. Et pour le retour, il leur en faudra encore 2. Oui, ce serait une grosse opération. Il faudrait donc commencer avec 6 ravitailleurs, puis 6 autres devraient décoller ensuite. Je ne sais pas combien Israël en a dans son inventaire, mais je pense qu'ils en ont peut-être assez pour le faire. Le problème, c'est qu'ils devront survoler la Jordanie. Je ne pense pas que les Saoudiens, surtout avec l'annonce de cet accord et le Pakistan qui s'en félicite, les autoriseront à survoler l'Arabie saoudite, qui serait pourtant la route la plus directe. On dirait que Donald Trump subissait aussi une certaine pression de la part des pays du Golfe. C'est ce qu'il a dit en tout cas. Il a évoqué un peu la façon dont ces 5 pays exerçaient une forme de pression sur les États-Unis pour conclure l'accord. Je ne sais pas quelle est la réalité derrière tout ça. Est-ce que vous y voyez quelque chose de réel? Non, je pense que les États-Unis subissent clairement des pressions, surtout de la part des Saoudiens et des Qataris. Et on dirait que, tu sais, les efforts diplomatiques de l'Iran avec les Émirats arabes unis ont porté leurs fruits. En tout cas, les tensions se sont apaisées là-bas. Encore une fois, je ne le répéterai jamais assez. Ils ont annoncé leur intention de signer un accord vendredi, mais pour l'instant, on n'a que la version iranienne. On n'a pas la version américaine. Montrez-moi la version américaine, et ensuite on les compare. Si elles sont identiques, alors là, d'accord, on peut dire qu'on est sur une base solide. On saura qu'ils sont d'accord sur le texte. Mais tu sais, Trump a fait des déclarations ces dernières heures qui laissent penser que les États-Unis ont une vision complètement différente. Et cette vision, c'est que, par exemple, au lieu de payer des droits de passage pour traverser le détroit d'Ormuz, ce serait gratuit. Aucun paiement.
Tu sais ce qui est étrange? Donald Trump, dans son tweet, a dit que le blocus était levé, que le détroit était ouvert. Mais dans ce document de 14 points que je suis en train de lire, il est écrit qu'ils doivent lever le blocus naval ou le blocus du détroit d'Ormuz du côté des États-Unis et des Iraniens dans un délai de 30 jours. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va se faire tout de suite. On dirait que ça prend du temps et que les deux camps s'observent pour voir ce que fait l'autre. Et tout ça, franchement, me paraît un peu comme une illusion. Eh bien, encore une fois, vous savez, c'est un peu comme quelqu'un qui s'est déjà marié 2 ou 3 fois et qui se remarie. L'une des premières choses qu'il veut, c'est un contrat prénuptial. Dans ce cas, si on regarde les Iraniens et les États-Unis, c'est pareil. Les deux ont eu de mauvais mariages. Ils ont tous les deux divorcé. Alors ils veulent un contrat prénuptial pour savoir comment les choses vont se passer. Ce n'est pas encore signé, mais ils y préparent. Tout ce qu'ils vont faire vendredi, c'est signer un protocole d'accord, un document qui fixe simplement les grandes lignes ou les objectifs généraux. Oui, on va rouvrir le détroit d'Ormuz dans un délai de 30 jours, selon des arrangements iraniens. Ça veut dire que l'Iran percevra les droits de passage en coopération avec Oman, des droits qui seront payés en yuan chinois. Les États-Unis vont s'engager à retirer leurs forces des zones autour de l'Iran. D'accord, mais quand? Maintenant? Dans 3 mois? 1 an? 5 ans? Bref, il n'y a ni date ni échéance prévue. Une levée complète du blocus naval. Je sais qu'une chaîne iranienne, appelée Puissante Iran, a déclaré que les États-Unis allaient, oui, lever le blocus, mais qu'ils continueraient à intercepter tout navire iranien transportant des armes en provenance de Chine. Oui. Il semble que vendredi, Larry, on va avoir J.D. Vance avec Ali Bagheri, le président du Parlement iranien. Ces deux-là vont signer l'accord à Genève. C'est ce qui vient d'être annoncé il y a quelques instants. Et le deuxième point, Larry, pour en venir à ce deuxième point, c'est que les États-Unis ne vont pas s'ingérer dans les affaires intérieures de l'Iran. Je pense que fondamentalement, ça fait référence à la manière dont les États-Unis et Israël se préparaient à cette guerre. Les médias israéliens rapportent largement comment le plan avait été élaboré avant l'attaque. Tout tournait autour d'une offensive des États-Unis et d'Israël contre l'Iran, en utilisant les terroristes kurdes du Kurdistan irakien pour intervenir et provoquer un changement de régime, en créant une sorte de chaos avec ces groupes. Et voici le professeur Marandi qui nous rejoint. Bienvenue, professeur Marandi. Bonjour Nima, bonjour Larry, comment allez-vous? Hi Nima, hi Larry, how are you doing? Tiens, un visage familier. T'es vraiment l'homme le plus bosseur de la télé, mon frère. Eh bien, je suis content de ne pas avoir mis ta chemise. J'aurais eu l'air vraiment bizarre. Non, t'aurais eu la classe, mec. Non, parce qu'en fait, tu ne portes pas la bonne chemise. Oui, exactement, quasiment. Mais Je suis content de ne pas avoir mis la chemise, parce que j'aurais eu l'air très différent des deux autres. Oh non, regarde-le. C'est moi qui poursuis les objectifs de ce programme. Oui, c'est reçu au message. oui. Eh bien, on en parlait justement. Je disais à Nima que pour moi, c'est un peu comme si on recevait une invitation pour un mariage vendredi, alors que les mariés n'ont toujours pas signé de contrat prénuptial et qu'ils n'ont même pas encore échangé les alliances. Donc oui, les mots sur le papier, c'est bien, mais ce n'est pas encore un vrai accord. Et personnellement, je reste sceptique. Je ne doute pas que l'Iran ait publié sa propre version de ce qu'est l'accord. Mais les États-Unis, eux, ne l'ont toujours pas fait. Et franchement, Trump, le lobby sioniste, est en train de lui tomber dessus. Il prend des coups de partout.
Je ne sais pas combien de temps il va pouvoir tenir. Et puis l'autre chose, c'est que l'Iran dit « D'accord, on va lever le blocus dans 30 jours. » Mais ce sera sous contrôle iranien, ce qui veut dire qu'ils vont faire payer des frais comme dans une station balnéaire. J'aime bien utiliser le langage qu'ils emploient à Las Vegas. Vous payez des frais de séjour, d'accord? Il y a 25 ans, à Vegas, vous n'aviez pas à payer de frais de séjour. Maintenant, quand vous allez à Vegas, vous devez payer ces frais, qui représentent souvent, disons, un tiers du prix de la chambre, rien que pour commencer. Aux États-Unis, Trump a dit « Non, 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 c'est gratuit ». Alors moi je dis, il y a quand même un petit désaccord là. Ou bien, on lève le blocus immédiatement, sauf qu'on continue à intercepter et inspecter les navires iraniens qui pourraient transporter de la technologie chinoise ou du matériel militaire. Et là je dis, je ne sais pas. La dernière fois que j'ai vérifié, ça s'appelait toujours un blocus. Alors montrez-moi les faits, qu'on voit l'argent, qu'on voit le retrait des navires américains, qu'on voit la levée réelle des sanctions. Là, je croirais. Pour l'instant, je reste du Missouri. Il faut me le montrer. Professeur Marandi, je pense que le point que Larry vient de soulever est vraiment important. Mais avant d'en arriver là, il y a eu une attaque israélienne contre le Liban et l'Iran a décidé de ne pas attaquer Israël, de ne pas riposter. Qu'est-ce que cela signifie? Vous pouvez nous expliquer? Oui, bien sûr. Alors, comme vous le savez, les deux parties étaient assez proches d'un accord, mais il restait encore des divergences importantes. Ensuite, les Américains ont essayé d'imposer de nouvelles conditions. C'était il y a environ 2 semaines et l'Iran a dit « On ne discutera pas de ça ». Et là, tout s'est bloqué. Alors le régime israélien a bombardé Beyrouth. L'Iran a répliqué et frappé le régime israélien. Les Américains ont peut-être attaqué l'Iran à plusieurs reprises. Les Iraniens ont répondu de manière très ferme. Et puis mercredi, enfin, je crois que c'est mercredi, désolé, il est 3 heures du matin, par peur de Nima et par amitié pour Larry, je suis venu à l'émission. Mais en réalité, ce sont les menaces de Nima qui m'ont forcé à venir à 3 heures du matin. Que Dieu vous bénisse. Merci. À vous aussi. Et à Nima. Donc l'écart entre les deux camps persiste. Les Qataris, mercredi, ont envoyé une délégation pour informer les Iraniens que ces exigences étaient retirées. Donc on est revenu à la situation d'il y a 2 semaines environ, mais les écarts restent les mêmes. Alors ce que Trump a dit, oui, avant-hier je crois, enfin je ne sais plus, il est 3 heures du matin ici, donc je perds un peu le fil. Mais bref, pas hier, le jour d'avant, selon le fuseau horaire qu'on prend. Oui, parce qu'ici, on est déjà lundi. Contrairement à ce que Trump a affirmé, il n'y avait pas d'accord. Contrairement à ce qu'a dit le Premier ministre pakistanais, avec tout le respect que je lui dois, il n'y avait pas d'accord. Il n'y avait pas de texte final. Donc on était dans une impasse. Et hier, enfin votre aujourd'hui, j'ai parlé avec 2 ou 3 personnes impliquées, et elles me disaient que personne ne savait vraiment ce qui allait se passer. C'était il y a 12 heures, 10 heures à peine. Et là, Netanyahou commet l'erreur la plus énorme, la plus stupide possible. Il lance une attaque sur Beyrouth, alors qu'on était justement dans une impasse. L'Iran avait des exigences, et les Américains ne les acceptaient pas. Et l'Iran n'avait aucune intention de reculer. Alors cet idiot bombarde Beyrouth et les Iraniens disent « on va vous frapper ». C'était évident, clair comme le jour, que l'Iran allait riposter. Les Iraniens se préparaient. Et puis pendant les négociations, Trump, visiblement très inquiet, et la seule explication que je vois, c'est qu'il sait que les États-Unis vont droit dans le mur. L'économie américaine va s'effondrer, et il le sait. Alors il dit simplement « non, s'il vous plaît, n'attaquez pas ». Mais les Iraniens ont répondu « on va attaquer ». Et donc lors des négociations qui se sont terminées il y a environ 2h30, oui à peu près 2h30, les États-Unis ont fini par céder sur des exigences clés de l'Iran.
Le régime israélien doit mettre fin aux guerres sur tous les fronts et il doit mettre fin à l'occupation du Liban. Le blocus des ports iraniens doit aussi cesser immédiatement. Vendredi, l'Iran autorisera les navires à traverser le détroit d'Ormuz. Mais le fait est que... Enfin, il y a d'autres éléments aussi, mais je ne sais pas tout parce que plus personne ne répond au téléphone en ce moment. J'ai appelé 2 ou 3 personnes, personne n'a décroché et ils vont sans doute m'en vouloir demain. Donc je n'ai pas beaucoup de détails, mais ce qui compte c'est que les États-Unis ont accepté ces points à cause de Netanyahou. Maintenant, soit Netanyahou respecte sa part, respecte les engagements de Trump, et dans ce cas, c'est une défaite catastrophique pour lui. Ou alors il ne le fait pas, et il humilie Trump. Et le monde le voit comme le responsable de la crise économique imminente, parce que c'est lui qui bloque la mise en œuvre de l'accord. Donc pour Netanyahou, c'est une situation perdante. Si Netanyahou ne respecte pas l'engagement de Trump, l'Iran ne respectera pas non plus les siens. Quoi qu'il arrive, Trump perd et Netanyahou perd. Si Trump n'applique pas l'accord, ça ne joue pas en sa faveur. Si Netanyahou ne l'applique pas, c'est catastrophique pour tous les deux. Mais l'Iran, lui, n'a plus d'attente. Ses exigences ont été satisfaites. Elles doivent maintenant être mises en œuvre immédiatement, comme pour le Liban, les avoirs iraniens et la fin du blocus. Si ça ne se fait pas, on ne tiendra pas notre part du marché, pour des raisons évidentes. Donc même si Trump n'applique pas l'accord, ou si Netanyahou ne l'applique pas, l'Iran en sort gagnant. Mais l'Iran fera payer Netanyahou. Et surtout, Netanyahou sera perçu comme celui qui, depuis presque 3 mois et demi, pousse le monde vers une catastrophe. Et maintenant, juste avant que l'économie mondiale ne tombe des chutes du Niagara, Trump essaie de la retenir. Et Netanyahou dit « Non, laissons-la tomber ». Donc ce sera une victoire politique pour l'Iran, dans tous les cas, oui. Oui, juste un point que j'ai évoqué tout à l'heure avant que vous arriviez. Trump a le pouvoir. Il a bien les leviers pour contraindre et faire pression sur Netanyahou. Mais je ne suis pas sûr qu'il en ait la volonté. Et je ne pense pas qu'il ait le courage politique de le faire. Je suis d'accord. Les Iraniens ne s'attendent pas du tout à ce que tout se passe sans accroc. Ils ne comptent pas là-dessus. Mais en tout cas, nous avons maintenant un accord acceptable pour le peuple iranien, avec d'importantes concessions de la part des États-Unis. Et si les États-Unis décident de ne pas l'appliquer, le monde ne nous en tiendra pas responsables. Ce sont les États-Unis et le régime israélien qui seront blâmés. Le peuple iranien verra que nous avons négocié un bon accord. Certains restent mécontents, ils disent qu'il faudrait, je ne sais pas, continuer la guerre. Mais je pense que cet accord, pour l'instant, vaut mieux que de frapper le régime israélien. Parce que si le régime israélien s'engage maintenant à mettre fin aux tueries et à l'occupation, c'est à mon avis préférable. Nous ne voulons pas de ça, parce qu'ils massacrent des femmes et des enfants tous les jours, jour et nuit. Ils sont en train de tuer des gens partout au Liban. C'est un autre Gaza qui se répète. Alors si l'Iran peut forcer le régime de Netanyahou, le régime sioniste, à empêcher que ce génocide continue au Liban, ce serait une énorme défaite pour eux. C'est bien mieux, bien plus important que de faire du lobbying ou de frapper des cibles en Israël. Même si je suis sûr que beaucoup de gens dans le monde seraient ravis de voir l'Iran tirer ses missiles. Mais si l'Iran peut obtenir quelque chose de bien plus grand à la place, je pense que ce serait un succès encore plus important. Et le meilleur, peut-être, c'est de voir cette confrontation entre Trump et Netanyahou. Parce que, dans tous les cas, les adversaires de l'Iran et les adversaires du monde perdent. Les deux perdent.
Je pense que la question essentielle en ce moment, c'est la suivante, professeur Marandi. Si Israël poursuit ses attaques dans le sud du Liban, s'ils font quelque chose de nouveau à Dahiya, à Beyrouth, est-ce que cela veut dire que l'Iran va fermer le détroit d'Ormuz, puis attaquer Israël? Est-ce que c'est bien ça que ça veut dire? Oui, ils vont certainement fermer le détroit d'Ormuz. Et à mon avis, bien sûr, je n'en ai pas la certitude. Je fais une supposition. Tout comme hier, ou peut-être aujourd'hui, j'ai dit que l'Iran allait punir le régime israélien. Je n'avais pas d'informations, mais je pensais qu'ils le feraient. Personne ne m'a dit qu'ils allaient attaquer, mais je l'ai supposé, d'après ma compréhension de l'Iran. Et ils ont bien l'intention de le faire. Donc, l'Iran va poursuivre le blocus, et l'Iran va punir le régime israélien. L'Iran a déjà tiré des missiles sur ce régime, et il les a frappés assez durement, bien plus durement que les contre-attaques israéliennes. Et puis bien sûr, l'Iran a réagi à ces contre-attaques. Les Israéliens ont déjà perdu. Mais même cette confrontation qu'on a eue il y a quelques jours, c'est pas l'Iran qui a demandé qu'elle s'arrête. Donc en ce moment, la balle est dans le camp de Trump. Trump doit soit appliquer l'accord, et ça veut dire que Netanyahou doit aussi l'appliquer, soit il n'y a pas d'accord. Et dans ce cas, le monde verra Trump comme incapable et incompétent. Netanyahou would tidger through his fur with his turinry will destad his murd. Je pense, Larry, que tu peux intervenir avec le cas de Trump. Ce que le professeur Marandi vient de dire est, à mon avis, très important pour Donald Trump. S'il ne parvient pas à contrôler Israël, ils vont revenir exactement à la même situation qu'avant. Oui, je ne sais pas combien de temps l'Iran va attendre pour voir si Trump tient sa promesse. Parce que, encore une fois, quand on regarde le document publié par les gens du MERS, il y a beaucoup d'ambiguïté dedans. Et ce sera à l'Iran de dire « Non, il faut qu'on resserre tout ça pendant qu'on en parle ». Donc un arrêt permanent et immédiat de la guerre sur tous les fronts. Ça veut dire maintenant, pas demain, pas la semaine prochaine, mais maintenant. Donc, si d'ici la fin de la journée de lundi, Israël continue ses attaques au Liban, ce sera une violation de cet accord. Et la levée complète du blocus naval sous 30 jours, eh bien oui, pour moi, ça aurait dû être immédiat. Et c'est immédiat ça. D'accord. Celle que l'agence Mer News a publiée parlait d'une levée complète du blocus naval dans un délai de 30 jours. Non, ça c'était une ancienne information. L'une des concessions que Trump a faites, c'est la levée du blocus maintenant. Et il l'a tweeté. Oui, il l'a fait. Il a corrigé son précédent tweet. Donc l'Iran n'ouvrira pas le détroit avant vendredi, mais la levée du blocus, elle, est immédiate. Et puis, il y a autre chose. D'après le canal Telegram Powerful Iran, le blocus serait levé, mais les États-Unis continueraient d'intercepter les navires iraniens transportant du fret ou du matériel militaire en provenance de Chine. Eh bien, pour moi, ça reste un blocus. Ils essayent juste de le présenter autrement. Je ne crois pas que ce soit dans l'accord. C'est la fin du blocus. Oui, non, je suis d'accord. Si Trump ne respecte pas, je ne connais pas tous les détails, mais ce n'est pas ce que disent les Iraniens. Professeur, laissez-moi vous lire ce que Donald Trump vient tout juste de publier sur Twitter. Il a dit « L'accord avec la République islamique d'Iran est désormais conclu. Félicitations à tous. J'autorise par la présente l'ouverture totale et libre du détroit d'Ormuz et j'autorise en même temps la levée immédiate du blocus naval des États-Unis. » Voilà ce qu'il a tweeté. Allez-y, professeur. Désolé de vous avoir interrompu. Oui, encore une fois, comme il est environ
3 heures du matin, 3h12 maintenant, j'avais pas de gens à appeler avant qu'on se connecte. Donc mes infos viennent d'un seul coup de fil avec quelqu'un de bien informé, mais j'étais pressé parce que je devais te rejoindre. Alors je ne lui ai pas posé beaucoup de questions. Ce que je sais, c'est que l'écart entre l'Iran et les États-Unis, qui existait encore hier pour moi et aujourd'hui pour toi, c'est terminé. Comme j'ai dit déjà, il y a 2h30. Désolé, je suis fatigué. Donc les négociations se sont terminées il y a environ 2h30. Alors, toutes ces histoires disant qu'on avait conclu un accord hier, ou dans mon cas avant-hier, c'est complètement faux. On a eu l'accord qu'il y a 2h30. Ce qui a débloqué la situation, c'est la stupidité de Netanyahou et le fait que Trump ait ressenti le besoin d'en finir maintenant. Du coup, il a fait toutes ces multiples concessions à l'Iran et ça a comblé l'écart. Ça veut dire la fin de l'occupation, la fin de la guerre et la levée immédiate du blocus. À mon avis, l'Iran a largement gagné cette fois. Mais ce que Larry a dit est tout à fait juste. Qui sait ce que Trump fera s'il se réveille demain matin et qu'il ne se sent pas bien? Il pourrait très bien changer d'avis. Il se peut qu'il ne mette pas en œuvre ses engagements. Et alors, Trump pourrait dire, eh bien, au Liban, il faut que ça se fasse. À ce moment-là, bien sûr, tout s'effondrera. Mais l'important, c'est qu'au moins, même si ce n'est pas appliqué, ce sera une victoire diplomatique pour l'Iran et une grande défaite pour Trump. Parce que ce texte va sortir et ce sera une humiliation pour Netanyahou, une défaite pour Netanyahou et pour Trump. Si c'est mis en œuvre, tant mieux. Donc, dans tous les cas, quoi qu'il arrive, je pense que c'est un moment important. Mais ça ne veut pas dire que l'accord sera appliqué, ni qu'il durera très longtemps. Je pense que voici la réponse à la question que Larry vient de vous poser, professeur Marandi. Je ne sais pas si vous avez vu la nouvelle déclaration du Conseil suprême de sécurité nationale d'Iran. Elle dit que selon les accords conclus, la guerre et les opérations militaires sur tous les fronts, y compris au Liban, prendront fin immédiatement et de façon permanente à partir de ce soir. Et en plus, le blocus naval contre l'Iran sera levé immédiatement et complètement. Voilà, Larry, la réponse à votre question. Oui, ils vont le faire, vous savez. L'Iran va le tester immédiatement. Est-ce que les États-Unis sont sérieux ou pas? Et vous savez, les États-Unis reculent. Je pense qu'il y a un autre élément en jeu ici dont on parle très peu. Mais l'Iran a vraiment infligé des dégâts importants aux équipements militaires américains. Disons les systèmes de radar, de communication, les systèmes d'alerte précoce et aussi des avions au Koweït, à la base d'Al-Salem, et à Bahreïn, au quartier général de la 5e flotte, ce qu'il en reste. L'autre, c'est la base de l'armée au Koweït, la base aérienne du prince Sultan. C'est celle dont on m'a parlé. La PSAB a été touchée et on n'a presque rien vu dans les médias à ce sujet. Et puis la base de Wafq al-Salti, en Jordanie, a été sévèrement frappée. Des sources iraniennes et russes ont toutes deux affirmé qu'ils avaient détruit ou endommagé 12 F-35, ce qui est un nombre considérable. Je pense que le succès de l'Iran, et je sais que l'état-major, d'après ce qu'on m'a dit, a paniqué et a accusé la Russie et la Chine d'avoir fourni à l'Iran de meilleures informations pour le ciblage. Et j'imagine que c'est le cas depuis le début de la guerre. Ils ont commencé à en fournir peu après le 28 février. Mais pendant cette période intermédiaire, on a vu une nette amélioration des moyens antiaériens iraniens. Je l'avais remarqué lors d'une des dernières frappes, quand les États-Unis ont tiré environ 49 Tomahawk, au moins sur Bandar Abbas. Les Iraniens en ont abattu 5 avec leur système de défense aérienne. C'est significatif. Donc, la coopération entre la Chine et l'Iran, et entre la Russie et l'Iran, a, selon moi, conduit à une amélioration importante des capacités iraniennes.
Et ça reste présent, au moins dans l'esprit des conseillers autour de Trump. Oui, voici le professeur Marandi. Ce qu'il faut vraiment souligner, c'est que le blocus serait levé immédiatement, selon ce document. Mais en ce qui concerne le détroit d'Ormuz, rien de tel n'y figure. Il semble que pour le détroit d'Ormuz, l'Iran prendra sa décision vendredi, au moment de la signature de l'accord. Est-ce bien ça? Oui. Et bien sûr, l'Iran va observer de près pour voir si le siège est vraiment levé et si le régime israélien met fin au génocide au Liban. Et au passage, j'espère que je reste cohérent, mais il est 3h18 du matin, alors j'espère que demain, vous ne m'appellerez pas pour me dire que j'ai dit n'importe quoi. J'essaie d'être cohérent. D'accord. Les médias israéliens, ici notamment I24, disent que cet accord est un désastre stratégique. Les Américains donnent énormément aux Iraniens et ne reçoivent rien en retour. Le plus absurde, c'est que cette guerre se termine par un allègement des sanctions sur les ventes de pétrole, ce qui n'existait pas avant le conflit. Et je pense qu'il y a beaucoup à dire sur ce nouvel accord entre les deux parties. Voyons ce qui va se passer. Professeur Marandi, je crois qu'un des points les plus importants de cet accord, c'est que les États-Unis ne vont pas s'ingérer dans les affaires intérieures de l'Iran. On sait pourtant qu'ils le faisaient avant le début de la guerre, notamment avec le Kurdistan irakien. Ils ont envoyé beaucoup d'armes, ils ont expliqué comment ils l'avaient fait, et il y avait des agents dans la rue pendant les manifestations. Quelle est votre lecture de tout cela? Et comment l'Iran va-t-il vérifier que les États-Unis ne recommencent pas? Eh bien, c'est important, mais c'est surtout symbolique. Je n'ai aucune confiance dans le fait que les États-Unis vont cesser de s'ingérer dans les affaires iraniennes. Et bien sûr, l'Iran a aussi promis de ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures américaines. Donc j'imagine que les coups d'État aux États-Unis et les soulèvements que les Iraniens auraient financés ces 10-20 dernières années vont devoir s'arrêter. Mais personne ne va faire confiance à l'Amérique. Et l'Iran, lui, ne s'est jamais mêlé des affaires intérieures américaines. Donc oui, c'est important, c'est symbolique, c'est une forme de reconnaissance du fait que les États-Unis s'ingèrent dans nos affaires internes. Et c'est important sur le plan juridique, c'est important sur le plan symbolique. Mais je ne m'attends pas à ce qu'un mémo parte à la CIA en disant « Écoutez, l'Iran est désormais hors limite. » Pour une raison ou une autre, je doute fort que ça arrive. Je pense qu'il faut demander à Larry comment la CIA va se comporter. Ce sera comme d'habitude. Oui, je ne les vois pas encore faire marche arrière. L'autre point à surveiller, c'est de savoir si les États-Unis vont commencer à retirer leurs moyens militaires de la région. Vous savez, ils sont en alerte maximale et ces moyens ont été déployés en première ligne. Est-ce que les États-Unis vont commencer à les retirer pour montrer leur bonne foi ou bien vont-ils simplement les laisser sur place? Larry, je pense que tout va dépendre de Netanyahou. Si Netanyahou respecte l'engagement de Trump, je pense que Trump se retirera. Mais si Netanyahou refuse de le faire, là, ça va poser un gros problème. Parce que les Américains, et même les gens partout dans le monde, verront Netanyahou comme celui qui pousse le monde au bord du gouffre. Et ce sera humiliant pour Trump. Ce ne sera pas bon pour Netanyahou non plus, dans aucun cas. Mais si Netanyahou met vraiment fin à l'occupation et au massacre de femmes et d'enfants, alors je pense que les Américains commenceront au moins à amorcer un retrait. Mais s'il ne le fait pas, je ne crois pas que ça arrivera. Il n'y aura pas d'accord. Donc à mon avis, ces troupes devront rester dans la péninsule arabique, avec cette humidité et cette chaleur dont on sait tous à quel point elles sont éprouvantes.
Ah oui, laissez-moi vous poser une question un peu liée. L'allègement des sanctions venant des États-Unis, c'est une chose. Mais est-ce qu'il y a eu des discussions sur un allègement des sanctions du côté de l'ONU? L'ONU envisage-t-elle de lever ces sanctions? Oui, c'est ça. J'ai rien entendu aujourd'hui, mais oui, ça fera partie de la deuxième phase, parce que la question nucléaire, les sanctions et tout le reste seront laissés pour plus tard. Et ça, ce sera négocié. Mais ça veut dire que les lois devront... Enfin, si on veut un accord global, ça veut dire que la Chambre et le Sénat devront lever les sanctions. Encore une fois, je ne pense pas que ça va arriver. Si le monde a de la chance, à mon avis, si le monde a vraiment de la chance, Netanyahou sera obligé d'obéir à Trump, il se retirera du Liban et il essaiera de se rattraper en faisant des choses horribles aux gens de Cisjordanie ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Ce sont des monstres. Mais lui, il va, disons que c'est le scénario le plus favorable. Il met fin au massacre, il met fin à l'occupation, et ensuite, bien sûr, le blocus est levé, le détroit d'Ormuz est rouvert, et des négociations commencent. Et tout ça dure environ 2 mois. Ça, à mon avis, c'est le meilleur scénario possible. Pendant ces 2 mois, les deux camps vont entamer des discussions, et ils vont vite se rendre compte qu'il y a de gros problèmes. Parce que les Iraniens n'accepteront pas d'allègement des sanctions, ni de concessions sur le programme nucléaire. Ils vont dire, les sanctions de l'ONU, c'est fini. Les lois américaines doivent être supprimées. Donc peut-être qu'il y aura quelques accords provisoires, des petits arrangements par-ci par-là. Encore une fois, pour moi, c'est un peu le scénario idéal. Les États-Unis lèvent les sanctions qui ne dépendent pas de la Chambre ou du Sénat, celles qui ne sont pas inscrites dans la loi, et les sanctions de l'ONU sont supprimées. C'est vraiment le meilleur des cas possibles. Et les Iraniens font quelques concessions limitées sur le programme nucléaire. Mais tu sais, pour ceux qui pensent que renoncer à l'enrichissement à 60% du côté iranien serait une catastrophe. Ron, moi je vois pas du tout les choses comme ça. Depuis le tout début, ceux qui suivent l'histoire du programme nucléaire iranien le savent bien. Et je conseillerais aux gens de lire le livre de Gareth Porter, Manufactured Crisis, ainsi que celui de Peter O'Born. Je commence à fatiguer là. Dangerous Delusion. Ces 2 livres sont vraiment à lire sur la question nucléaire. Bien sûr, Going to Tehran, comme je l'ai dit, de Flint Leverett et Hilary Mann Leverett, et le livre d'Alice O'Crook, Resistance. Ce sont des ouvrages à lire. Bref, sur le programme nucléaire, ces 2-là sont très bons. Tous ceux qui suivent ce dossier savent qu'enrichir l'uranium à 60% pour l'Iran, c'est uniquement un moyen de pousser les Américains et les Européens à revenir à la table des négociations. Parce qu'après l'accord nucléaire de 2015, les violations répétées des États-Unis, et finalement Trump qui a déchiré l'accord, les Iraniens ont attendu 2 ans avant de relancer complètement leur programme nucléaire. Et ensuite, ils ont commencé à enrichir à 60% pour faire pression sur les pays occidentaux afin qu'ils lèvent les sanctions de pression maximale. C'était donc leur intention depuis le début. Si les Iraniens mettent sur la table de l'uranium enrichi à 60% pour forcer l'autre camp à faire des concessions, c'est que c'était prévu dès le départ. Mais aussi pour, je ne sais pas quel terme employer, pour réduire le niveau d'enrichissement, ils devront utiliser leur centrifugeuse, ce qui veut dire automatiquement que les États-Unis devront accepter l'enrichissement. Parce que s'ils veulent passer de 60% à 20% ou à 3,67%, ou peu importe, ils devront forcément enrichir.
Donc en tout cas, la première phase, dont on ne sait même pas si elle sera mise en œuvre, c'est la partie facile. La deuxième phase, c'est la difficile. Et dans cette deuxième phase, si on a de la chance, on obtiendra des accords partiels. Si le monde a de la chance, on obtiendra des accords partiels. Un accord complet, je n'y crois pas, sauf s'il se produit un changement énorme, quelque chose de bouleversant aux États-Unis. Un peu comme, vous savez, ce qui s'est passé en Union soviétique. Je ne dis pas que les États-Unis vont se désintégrer, mais qu'il faudrait un changement majeur, où la nature même de l'État se transforme, pas forcément avec un changement de frontières, mais où l'État américain se modifie profondément à cause d'une crise économique ou autre. À moins qu'un événement de ce genre ne se produise, je ne vois pas de décision globale. Le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et l'Italie ont déclaré dans un communiqué conjoint qu'ils étaient prêts à lever les sanctions concernées contre l'Iran si Téhéran prenait des mesures claires et vérifiables concernant son programme nucléaire. Rien à propos de ce que les Américains doivent faire. Souvenez-vous, le chancelier allemand, l'an dernier, à peu près à la même période, pendant la guerre de 12 jours, juste après cette guerre, il a dit « Les Israéliens font le sale boulot à notre place ». Alors n'attendez rien de ces pions. L'Europe, de toute façon, est hors jeu, peu importe ce qu'ils disent. Cette affaire, c'est entre l'Iran et les États-Unis. L'Iran se moque complètement de ce que disent les Allemands, les Français ou les Britanniques. Ils peuvent écrire ce qu'ils veulent. C'est une affaire entre l'Iran et les États-Unis. Les Européens se sont rendus eux-mêmes insignifiants pour de nombreuses raisons. D'abord à cause de ce qu'ils ont fait avec le JCPOA, mais aussi après la guerre en Ukraine. Ils se sont tellement affaiblis que plus personne ne s'en soucie. Oui, merci beaucoup Larry. Tu veux ajouter quelque chose avant de conclure? Non, je veux juste souhaiter bonne chance à mon ami. Dors un peu, mon frère. Tu sais, tu travailles trop, mais ton travail est vraiment bon. Tu aides les gens à réfléchir de façon rationnelle à tout ça. Et Nima, merci d'avoir fait ça. On se voit demain matin. Exactement. Très bien. Salut tout le monde. Et j'espère que je serai endormi et que je ne regarderai pas, mais je le verrai plus tard. Oui, fais ça. Et surtout, essaie de dormir. D'accord. Le regard super. À bientôt. Salut tout le monde. Au revoir. Bye.